Donc, je suis Olivier Menezes de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Je travaille depuis presque 15 ans à l'Observatoire, notamment sur la plupart des grandes enquêtes, enfin sur les grandes enquêtes en population générale. Donc, ce qu'on appelle les enquêtes en population générale, c'est des enquêtes qui s'adressent à des grands segments de la population et pas forcément ceux qui sont les consommateurs, mais donc ce qu'on appelle la population générale. Donc aujourd'hui, on va faire un petit pas de côté par rapport au reste de la journée. Je ne vais pas forcément être dans le détail, mais plus pour vous donner un peu des données de cadrage. Je pense que c'est un peu pour ça que vous m'avez gentiment invité à présenter les données de l'enquête Escapade. Voilà, donc la dernière enquête, c'était en 2017. On aurait dû en faire une en 2021. Elle a été repoussée à cause de la situation en 2022. Donc, je vais essayer de pas trop vous saouler de chiffres, mais voilà, vous donner quelques données de cadrage et quelques, comment dire, ce que nous, on considère comme les choses les plus importantes à retenir en ce qui concerne la santé mentale et les usages de substances parmi les jeunes de 17 ans. Alors, donc je vous présente rapidement, là je vais aller assez vite sur le dispositif d'enquête qu'on a à l'Observatoire. Il s'appuie sur trois principales études. L'enquête Escapade dont on va parler aujourd'hui, mais également l'enquête en classe, qui est une enquête qui est en milieu scolaire. Et donc il y a la réunion de deux enquêtes internationales qui ont plus de 20 ans d'existence, qui sont HBSC sur les collégiens et ESPAD sur les lycéens, et enfin le baromètre le baromètre de Santé publique France. Là, c'est pas nous qui le pilotons, mais nous sommes en charge de l'analyse des données, notamment relatives aux produits psychoactifs, aux produits illicites. Alors, donc, je prends la suite. L'enquête Escapade en 2017, c'était donc le 9e exercice national. C'est une enquête triennale. Donc là, on va repasser à 4 ans parce que du coup, avec le Covid, on va faire la prochaine, enfin même à 5 ans, on va passer à 2022 puisque on a dû repousser cette dernière étude. Donc l'échantillon, c'était 46 000 jeunes français et on en a 39 115 qu'on a pu analyser en métropole. Voilà, c'est un questionnaire qui a lieu durant la journée défense et citoyenneté. Donc c'est tous les jeunes de 17 ans. Enfin, on a principalement des jeunes de 17 ans. Nous, on garde que ce cœur de cible. C'est environ 90% des jeunes qui participent à la journée. Et ça nous permet d'avoir donc un échantillon, on va dire, représentatif des jeunes de cet âge-là, qu'ils soient scolarisés ou non scolarisés. C'est l'avantage par rapport aux enquêtes scolaires où là, on perd les jeunes qui ne sont plus au lycée. Donc, j'avance. L'intérêt d'Escapade, donc au début, là, je vais vous parler des usages de substances. Les principaux résultats. L'intérêt d'Escapade, c'est d'avoir aussi un suivi longitudinal maintenant qui est relativement long, puisque la première enquête était en 2000, la dernière en 2017. Donc c'est vrai que ça, c'est un des graphiques un peu phares de nos publications. Ce graphique-là nous permet de voir aussi que la situation des addictions des jeunes de 17 ans en 2017 est très sensiblement différente de celle qu'on connaissait au début en 2000. Hein. On voit notamment que sur le tabagisme, c'est un des principaux résultats. On avait plus de 40% des jeunes de 17 ans, 41% même, qui étaient des fumeurs quotidiens, et ils sont désormais 25%. Voilà. Et ça, c'est vrai également pour le cannabis, qui avait connu une petite hausse et qui est désormais rentré dans le rang avec 7% d'usage régulier. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails sur les trois principaux produits. Donc, c'est un peu ceux-là que je présente parce qu'en population générale, c'est ceux qui ont le plus de consommation et entre tabac, alcool et cannabis. Évidemment, il y a aussi des consommations d'autres drogues illicites, mais c'est sans commune mesure. Alors, concernant l'alcool, on voit qu'on a eu une baisse assez forte de l'usage régulier entre 2014 et 2017, qui est passé de 13% à 8% pour l'ensemble. Et on voit qu'il y a que la baisse a été
quand la baisse relative est la même pour les garçons et les filles, ils ont perdu 30% d'usage régulier en 3 ans. Et évidemment, la prédominance masculine reste très prégnante, puisque les garçons sont toujours 3 fois plus nombreux environ à consommer régulièrement de l'alcool. Concernant le tabac, c'est également une baisse importante qui a été constatée, alors qui sera peut-être contredite par la prochaine enquête, on ne sait pas. Enfin, il y a quelques éléments qui nous font dire que c'est pas forcément que la baisse va pas forcément continuer après. Baisse relative qui est plus marquée parmi les filles. Mais globalement, le tabac demeure un produit où il y a assez peu de différence par rapport à la consommation quotidienne et l'expérimentation de tabac entre filles et garçons. Même les filles sont même un peu plus nombreuses que les garçons à avoir expérimenté. Là où il y a un petit écart, c'est si on s'intéresse à un indicateur qui n'est pas présenté ici, qui est l'usage intensif de tabac, qui pour nous concerne ceux qui prennent plus de 10 cigarettes par jour. Là, il y a quand même les garçons sont plus nombreux que les filles à déclarer ce type d'usage. S'agissant du cannabis, alors c'est le même constat sur les 3 dernières années. On a également observé une baisse des consommations. Alors là, on vous a présenté les 3 indicateurs, consommation dans l'année, dans le mois et la consommation régulière, qui concerne toujours 10 usages au cours du mois. Ce qui apparaît également, c'est que les différences garçons-filles sont d'autant plus importantes que l'intensité d'usage est importante. Donc voilà, plus on va s'intéresser à des consommations qui vont être plus répandues, plus intensives, les garçons vont être plus nombreux en proportion à être concernés par cet usage. Un élément très important qui est notamment une des raisons aussi d'exister de l'enquête Escapade, c'est que ça nous permet, je vous l'ai dit, de présenter des résultats selon le statut, ce qu'on appelle le statut scolaire ou professionnel du jeune de 17 ans. Parce que nous avons évidemment une grande majorité des jeunes, c'est 85% de mémoire, qui sont des élèves étudiants. Donc la plupart sont même des élèves, la plupart sont en terminale. On a quelques étudiants de première année de fac et des élèves aussi de première. Et on a 10% de jeunes qui sont dans les centres de formation d'apprentis et 4-5% qui sont des jeunes qui sont sortis du système scolaire, donc qui sont dans une autre situation. Alors dedans, on mélange un peu beaucoup de situations, des jeunes qui sont actifs, des jeunes qui sont soit en insertion ou aussi des jeunes qui sont inactifs, en recherche d'emploi ou pas forcément en recherche d'emploi d'ailleurs. Donc c'est un peu comment dire, on réunit aussi peut-être pas mal de jeunes qui ont des profils différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous, ces jeunes-là sont sortis du système scolaire. Alors ce qui apparaît assez fortement, c'est que les consommations, j'ai résumé ça avec les 3 principaux indicateurs qu'on suit à l'observatoire parmi les jeunes, qui sont le cannabis, l'usage de cannabis régulier, de l'alcool régulier et le tabac quotidien. C'est relativement fort parce qu'on voit notamment que sur le tabac, on n'a que 22% des élèves qui sont des fumeurs quotidiens et on est à plus de la moitié des jeunes qui sont sortis du système scolaire dans ce cas-là et presque 1 sur 2 des apprentis. Donc c'est des vraies différences. On voit aussi des différences marquées concernant l'alcool et le cannabis. Je vous laisse découvrir les chiffres, avec notamment 21,1% des jeunes sortis du système scolaire qui sont usagers réguliers de cannabis contre seulement 6% des jeunes qui sont au lycée. Donc c'est vraiment des grosses différences. Rapidement, comme on est dans une journée régionale, je voulais vous présenter comme des données aussi par région. Alors là, le découpage, c'est les anciennes régions administratives, mais bon, le PACA n'a pas changé de toute façon avec le nouveau découpage. Ce qui apparaît, c'est que sur l'usage régulier d'alcool, on a des disparités assez importantes, puisqu'on va de 5% à 13% selon les régions
selon les 22 régions, et que la région PACA, qui était déjà en dessous de la moyenne nationale en 2014, l'est toujours en 2017. La petite carte qui est en dessous, c'est quand c'est en bleu, c'est que les régions ont significativement baissé, significativement baissé leur prévalence entre 2014 et 2017. Donc c'est le cas également de la région PACA. S'agissant de l'usage de tabac, les disparités sont un peu moins marquées. On voit des couleurs, mais ça va, disons, globalement de 18% à 31%. Mais 18%, en 2017, c'est l'Île-de-France qui est très bas. En fait, si on enlève l'Île-de-France, je crois que c'est 22%, 25%, la région qui est la plus basse. Et là, la région PACA, elle, se situe dans la moyenne nationale en 2017, et c'était également le cas en 2014. Et on voit dans la carte d'évolution qu'à peu près toutes les régions, hormis, je crois, la Basse-Normandie et la Corse, ont diminué entre les deux dernières enquêtes escapades. Pour le cannabis, on a une relative homogénéité parce qu'on est globalement entre 6 et 10 et 11% dans sur l'ensemble du territoire. La région PACA se situe dans la moyenne nationale en 2017, alors qu'en 2014, elle faisait partie des régions du Sud qui étaient plus consommatrices, mais ce n'est plus le cas en 2017 où il y a toujours maintenant la région Occitanie, hein, les deux anciennes régions de la région Occitanie qui sont supérieures à la moyenne nationale, mais la région PACA ne l'est plus. Je vais maintenant évoquer le cœur du sujet, la santé mentale. C'est évidemment l'enquête escapade. Le S de escapade, c'est le mot santé. Donc c'est quelque chose on a toujours eu traditionnellement beaucoup d'indicateurs concernant la santé dans escapade, et notamment la santé mentale qu'on suit depuis un certain nombre d'années. Les principaux indicateurs qu'on suit, ce sont le fait d'avoir eu des pensées suicidaires au cours des 2 derniers mois, également le fait d'avoir fait une tentative de suicide au cours de sa vie, et aussi avec l'échelle de l'ADRS, on estime un petit peu, on peut catégoriser les jeunes sur leur dépression, donc soit sans dépression, modérée ou sévère. Alors, à 17 ans, donc, on a un peu plus d'un jeune sur 10 qui a déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours de sa vie. On a presque 3% qui a déjà fait une tentative de suicide au cours de sa vie, et donc 21% des jeunes qui présentent des signes de dépression modérée ou sévère, et dont 4% uniquement sévères. Ce qui est intéressant dans ce tableau, vous le voyez, c'est les différences très importantes entre garçons et filles. C'est quasiment x2 à chaque fois, voire plus. On a par exemple 15% des filles qui ont eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. C'est même x3 donc, concernant les tentatives de suicide, avec presque 4,3% des filles qui ont fait une tentative de suicide contre 1,5% seulement, entre guillemets, des garçons. Et s'agissant de la dépression, elles sont 27% à présenter des signes de dépression modérés ou sévères, contre seulement 16% des garçons. Donc il y a vraiment des différences très marquées s'agissant de la santé mentale à 17 ans. Bon, je vous ai présenté également la cartographie en 2017 des pensées suicidaires et des tentatives de suicide. Ce qu'on voit dans les pensées suicidaires, c'est plutôt des régions situées au nord de la France, on va dire, qui ont tendance à être au-dessus de la moyenne nationale, et des régions plutôt situées au sud, qui ont des niveaux en dessous. Mais globalement, il y a une relative homogénéité sur ces deux indicateurs. La région PACA est un petit peu en dessous concernant les pensées suicidaires, et sur les tentatives de suicide, grosso modo, on se situe entre 2 et 4% dans toutes les régions françaises. Donc il n'y a pas vraiment de spécificité régionale s'agissant des comportements suicidaires, si on devait résumer ce diapo. Alors, je vais parler maintenant un petit peu du lien entre pensée suicidaire et usage de substances psychoactives, parce que c'est un petit peu ce qui nous réunit aussi aujourd'hui. Je vous ai présenté un schéma qui n'est absolument pas un schéma
comment dire, qui a vocation à donner une vérité absolue. C'est juste que voilà, il y a eu énormément de recherches en épidémio, notamment sur le lien dans les grandes enquêtes entre donc l'usage de substances et les comportements suicidaires. J'ai retrouvé ce petit schéma qui, voilà, comme je le dis, la validité de ce modèle n'est pas démontrée en population adolescente. Mais en tout cas, ça met quand même en évidence quelque chose quand même qui revient dans tout ce qu'on a, dans toutes les méta-analyses qui ont pu être faites, c'est qu'il y a vraiment un lien complexe, et c'est pas non plus une surprise, entre l'usage de substances et les comportements suicidaires à l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte d'ailleurs. Et donc, évidemment, il faut une prise en considération de la santé au global, des modes donc des modes de vie, donc de la scolarité quand on parle de jeunes, mais également de l'ensemble des comportements à risque, et notamment quand on étudie une addiction, de voir aussi les autres addictions. Voilà, donc c'est assez complexe ce lien. On va quand même essayer d'aller pas à pas, essayer d'expliquer un petit peu voilà, ce que l'enquête Escapade, en tout cas modestement, peut nous dire là-dessus. Ce tableau situé à gauche, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Bon, en tout cas, je vais pouvoir vous le résumer. Il présente les prévalences de pensées suicidaires selon les modalités des principales caractéristiques, qu'elles soient sociales, familiales, socio-professionnelles, entre guillemets, et également selon les consommations et la santé également. Donc en fait, en résumé, si je dois résumer ce tableau, voilà, les pensées suicidaires, elles sont plus fréquentes. Bon, ça on l'avait vu parmi les filles, c'est pas une nouveauté. Également parmi les jeunes présentant des signes de dépression. Bon, ça c'est quand même ça serait l'inverse aurait été étonnant. Les jeunes sortis du système scolaire également. Les jeunes en famille recomposée ou monoparentale en comparaison aux jeunes qui sont dans les familles dites nucléaires. Et enfin, les jeunes qui déclarent des usages tabac, alcool, cannabis, et également qui ont déclaré avoir déjà pris une autre drogue illicite que le cannabis au cours de leur vie. Ces résultats demandent toutefois à être confirmés dans une analyse multivariée parce que, évidemment, on voit bien qu'il peut y avoir pas mal d'imbrications entre ces différentes caractéristiques. C'est pour ça que je vous présente également le prochain diapo qui est donc les facteurs liés aux pensées suicidaires, toutes choses égales par ailleurs. Donc je vous ai laissé les facteurs qui sont significatifs, soit pour les garçons, soit pour les filles, soit pour les deux. Déjà, première chose, on avait vu dans le premier tableau, je vais revenir en arrière, que la situation économique et sociale n'était absolument pas c'était très peu discriminante s'agissant des pensées suicidaires, parce il y avait un delta de 13% à 11% selon les 5 catégories identifiées. Une fois, quand on fait l'analyse multivariée, où on contrôle tous les facteurs les uns avec les autres, la situation économique ne ressort pas. Ce qui apparaît en revanche, c'est que le surpoids et l'obésité se révèlent, avec l'analyse multivariée, associés aux pensées suicidaires, aussi bien chez les garçons et les filles. Alors, on a différencié, évidemment, on a fait 2 analyses pour garçons et filles, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément les mêmes facteurs associés. Donc c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui ces deux analyses différenciées. D'ailleurs, on voit que les usages, et ça c'est l'information qu'on peut ressortir de cette analyse, c'est que les usages de tabac et d'alcool ressortent significativement associés aux pensées suicidaires uniquement parmi les filles, mais pas parmi les garçons. Finalement, ce qui va expliquer les pensées suicidaires chez les garçons, c'est d'autres facteurs. Ça sera la structure familiale, ça sera le fait d'être en dépression, mais ça, c'est pas une grande surprise, et également le surpoids. Et alors, on voit quand même que le fait d'avoir pris une autre drogue illicite au cours de sa vie est un facteur discriminant. En gros, si je devais vous simplifier un peu, expliquer le 1,31 pour l'usage quotidien de tabac des filles, ça veut dire, en gros, qu'une fille,
pour simplifier, une fille qui fume quotidiennement du tabac a 1,31 fois plus de chances d'avoir des pensées suicidaires qu'une fille qui n'en prend pas. Voilà un petit peu l'explication de ce qu'on appelle de ces odds ratios, donc des OR ajustés. Voilà, je pense que je vous ai donné beaucoup de chiffres. Je vais faire un petit résumé un peu de ce que je vous ai raconté. Et après, je pense que je serai à même de répondre à vos questions. Les usages, ce qu'il faut retenir, c'est que les usages de substances psychoactives à 17 ans sont globalement en baisse en France. Enfin, donc c'est la première fois que d'ailleurs que le tabac, alcool, cannabis, on connaît une baisse concomitante. Et on voit que c'est également le cas dans la région PACA. Que évidemment les usages d'alcool et de cannabis demeurent plus masculins et c'est moins le cas c'est pas le cas pour le tabac. On voit également que les comportements suicidaires sont en revanche non plus souvent fréquents chez les filles. J'ai pas présenté d'évolution de la santé mentale, mais parce que c'est relativement stable. Maintenant, évidemment, en 2022, on s'attend peut-être à des évolutions de ces indicateurs de santé mentale et également d'addiction d'ailleurs. Donc la vérité de cette présentation sur l'enquête Escapade 2017 ne sera pas forcément confirmée par l'enquête 2022. C'est un peu une limite de l'exercice. Le lien entre pensée suicidaire, en tout cas ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est que le lien entre pensée suicidaire et usage de substances est relativement complexe et que finalement, une fois contrôlé, ce lien en 2017 reste significatif uniquement parmi les filles. Voilà. Donc pour aller plus loin, vous pouvez aller sur le site de l'Observatoire où on a, notamment dans la page Escapade, où on a pas mal de publications. On en a une notamment qui a fait le point sur les tentatives de suicide et les pensées suicidaires à partir des enquêtes Escapade et en classe 2018. Je vous remercie. On n'a pas forcément ces éléments-là. La question, après, ça reste, de toute façon, ça reste une question. Donc, ça reste ça reste du déclaratif, évidemment. Et derrière ça, la question, on demande quand même si la jeune a fait une tentative de suicide qui l'a amené à l'hôpital ou qui l'a amené à être pris en charge. Maintenant, derrière, on n'a pas forcément d'éléments, mais c'est évident ce que vous dites, ne serait-ce que si on prend les chiffres des suicides avérés. Euh, bon, ça, c'est des chiffres qui existent. Donc des suicides, oui, des suicides réussis, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi. Là, la différence, je crois qu'il y a même plus de garçons que de filles. Donc ça va complètement dans le sens de ce que vous dites, c'est que finalement, ces tentatives de suicide chez les garçons doivent, ont peut-être plus de gravité que les tentatives de suicide chez les filles. Maintenant, c'est vrai que tout ça, ça rentre dans le spectre de ce qu'on appelle les comportements suicidaires et d'un mal-être. Donc, il ne faut pas nier. Mon propos n'est pas de dire que les filles font des fausses tentatives de suicide. Il y a un réel mal-être exprimé. D'ailleurs, on le voit, l'échelle de la DRS qui aussi montre la dépression. On voit que les filles, en tout cas à 17 ans, sont plus nombreuses à ressentir de ce mal-être. Donc voilà. Donc nous, on n'a pas forcément d'éléments, on est sur une enquête déclarative. Donc c'est vrai que les jeunes remplissent un questionnaire et les questions sont pas suffisamment précises. On n'a pas un module complexe sur le suicide. D'ailleurs, c'est très très délicat d'aborder ce sujet dans un questionnaire. Euh, il faut toujours, c'est toujours un moment où c'est toujours une difficulté pour nous de se poser la question, mais où positionner ces questions-là pour que ça soit le moins heurtant pour les jeunes. Absolument pas. Le climat, non, je sais pas, j'en sais rien. Non,
Non, non, puis bon, non, puis si vous voulez, je vous présente, voilà, c'est vrai que je fais toujours, je fais l'effort aussi de présenter parce que c'est aussi une des forces de l'enquête Escapade de pouvoir faire des exploitations régionales parce que 40 000 jeunes, donc ça veut dire qu'on peut présenter des résultats sur les régions françaises et même la moitié des départements également. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, notamment pour toutes les institutions régionales, territoriales. Maintenant, il y a des limites, c'est que derrière, les explications, elles sont déjà au niveau national, on n'a pas forcément, c'est toujours un peu complexe d'avoir des éléments explicatifs d'une hausse, d'une baisse de certains indicateurs. Alors au niveau régional, en plus sur un sujet comme celui-là, qui n'est pas forcément le cœur du métier de l'observatoire. On a quelques éléments sur s'agissant des usages d'alcool, des usages de cannabis, mais et encore, on reste très prudent parce que finalement, ce qui semble le plus prégnant, c'est peut-être plus, on va dire, l'environnement urbain. C'est-à-dire que les jeunes qui vont vivre dans une zone urbaine ou en milieu rural, dans des villes de moins de 2000 habitants, et ceux qui vivent dans des villes, dans des agglomérations de plus de 200 000, et puis les catégories intermédiaires. Là, on voit aussi des différences. On peut peut-être dire des choses plus intéressantes par rapport à ça. Sur l'aspect régional, voilà, c'était purement, comment dire, c'était purement informatif. J'ai absolument pas d'explication là-dessus, quoi. C'est le problème d'Escapade, c'est qu'on a tellement de monde que il y a des couleurs qui ressortent, donc quand il y a des couleurs, c'est que c'est statistiquement significatif. Maintenant, les écarts étaient pas non plus monstrueux. Sur la tentative de suicide, je crois qu'on était vraiment entre 2 et 4%. La moyenne est à 3%. Bon, évidemment que on est sur quelque chose. Voilà, si on avait eu 1% et puis une région à 8%, bon, là, il aurait fallu se poser de sérieuses questions. Là, entre 2 et 4%, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a un effet d'échantillonnage qui est possible. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est pas. Ce que j'expliquais, c'est qu'il y a une relative homogénéité des comportements suicidaires sur le territoire métropolitain. Bah, si votre question est de, comment dire, de circonstance, parce que depuis, bah, ça fait quelques années qu'on suit justement ce qu'on appelle les addictions sans produit. Et d'ailleurs, depuis maintenant plus d'un an, l'observation des JHA, donc des jeux d'hasard et d'argent, euh, euh, sont dans le périmètre de l'OFDT. Et donc, on les étudie, on avait déjà fait des publications sur ce sujet-là. Il en est de même aussi maintenant sur comment dire, la surveillance des usages des écrans et également des jeux vidéo en général. Sur les réseaux sociaux, on est également en train de mettre en place des enquêtes. Donc, c'est vrai que tout ça, ça rentre dans le giron de l'OFDT. Euh, Maintenant, en termes pour répondre à la première partie enfin, à votre question, non, je pense, enfin, là, on n'observe pas pour l'instant ce basculement vers ces pratiques qui sont pas d'ailleurs qui sont pas nouvelles. Alors déjà sur le jeu, on n'observe pas non plus une explosion. Alors il y a une modification parce que le jeu d'argent c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'il y a différentes catégories dans les jeux d'argent entre les paris sportifs et notamment et puis plein d'autres façons d'avoir des pratiques de jeu d'argent. On n'observe pas forcément une explosion de ces pratiques-là. Concernant, on a parlé du protoxyde d'azote également, oui, ça on l'a suivi, on l'a mesuré sur la dernière enquête Escapade. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était relativement élevé. Maintenant, les deux dernières enquêtes nous montrent que finalement ça a un petit peu baissé, mais ça c'est relativement fréquent qu'on ait un produit qui va connaître un boom de manière, comment dire, assez circonstanciée et après redescendre. On a eu le cas pour le Poppers, notamment il y a une dizaine d'années, qui avait connu un boom très important et après qui était redevenu plus confidentiel. Donc nous, on n'observe pas forcément un transfert des consommations de tabac, alcool, cannabis vers d'autres addictions. Mais c'est pas du tout impossible.
En tout cas, on observe, on suit également, là je vous ai pas présenté, on suit également la cigarette électronique. Donc là on est aussi dans un truc, dans quelque chose d'un peu plus complexe parce que c'est également pris comme un outil de sevrage. Mais donc là, même là, on n'observe pas forcément le fameux basculement entre tabac et cigarette électronique, en tout cas à l'adolescence. Mais même si, bien sûr, il y a des passerelles parce que c'est utilisé comme un outil pour arrêter de fumer. Mais bon, tout ça, c'est relativement complexe, donc ma réponse est plutôt non pour le moment. Pourquoi? Alors après, il y a l'influence des... Bon, c'est quelque chose qui est observé, non, pas seulement d'ailleurs pas seulement chez les jeunes, c'est quelque chose qu'on observe aussi dans l'ensemble de la population. Après, je pense que c'est aussi l'environnement des pairs, PIRS, qui doit jouer beaucoup. C'est vrai que cette consommation, la consommation d'alcool se fait souvent à plusieurs. Consommation de cannabis, peut-être un peu moins. Enfin, il y a aussi des consommations à plusieurs, évidemment, mais il y a aussi des consommations solitaires. Les explications, nous, elles sont principalement là, on va dire, elles sont un peu dans le domaine un peu sociologique aussi. Hein. On a aussi chez les filles un besoin aussi d'être plus dans le... Bon, là, j'invente rien, c'est des choses qui ont été publiées maintes fois. On a besoin d'être plus dans le contrôle que les garçons, même si par moments on observe également des comportements, notamment d'alcoolisation ponctuelle importante chez les filles, qui deviennent aussi répandus, mais ça reste de toute façon moins important que parmi les garçons. Donc voilà. Alors s'agissant des pensées suicidaires et des comportements suicidaires et de la santé mentale dégradée parmi les filles, pas forcément le mieux placé pour parler de ça. C'est quelque chose voilà, qui est aussi relativement constant dans la plupart des enquêtes. On le voit également dans la consommation je vous ai pas présenté, la consommation de médicaments psychotropes qu'on étudie également à l'OFDT, parce que c'est difficile, parce que dedans, il y a des jeunes qui prennent des médicaments avec prescription et d'autres qui le prennent sans prescription, mais là aussi, on voit une surconsommation des filles, donc moi, j'ai pas forcément d'explications là sur s'agissant des filles, mais je pense que des gens ici en ont plus que moi. Je pense qu'on peut demander, Monsieur Dr Guillermin a des éléments de réponse en tant que... Non, mais je peux dire un petit mot, en tant que psychiatre. C'est-à-dire que les filles, elles expriment peut-être un peu plus facilement aussi leur mal-être, elles sont plus facilement tournées vers la parole, alors que les garçons, c'est un peu plus compliqué, ils sont souvent plus sur des passages à l'acte, de l'agir, des passages à l'acte violent. Et souvent, même les tentatives de suicide sont un peu différentes. Les filles, c'est plutôt... s'endormir, ne pas se réveiller, prendre des somnifères, des tranquillisants. Les garçons, c'est des fois des passages à l'acte plus violents, pendaison, armes à feu, voilà. Donc, je pense que c'est aussi... Ça ne veut pas dire que les filles sont plus déprimées, mais elles parlent peut-être un peu plus facilement, elles extériorisent un peu plus facilement leur mal-être par la parole, et donc on les repère plus comme ça, quoi. Voilà, c'est peut-être une hypothèse, hein.